BX1 ⁇ toujours plus d'actu. La Fondation Jacques Brel s'est lancée dans une aventure vraiment exceptionnelle. Rassembler en plusieurs livres et en plusieurs documentaires la vie de Jacques Brel. Et c'est France Brel qui va nous parler de cela. Mais avant, j'aimerais que vous regardiez et écoutiez un teaser d'un documentaire qu'elle vient de terminer et qu'elle présente à la Fondation. Il y a surtout, à ce moment-là, la maladie de Jojo. Moi, je pensais qu'on allait partir seul et je me rends compte que nous quittons le port d'Anvers avec Madly. Mais il était prévu aussi que j'aille le rejoindre. Moi, en gros, je devais le rejoindre donc à Tenerife. J'ai appelé Charlet tout de suite. J'ai dit, il faut rappeler Jacques. Tout de suite, Jojo va mourir. Et donc, Jacques rentre de l'enterrement de Jojo, il revient sur le bateau. Et là, il commence ce qu'on pourrait appeler une grippe. Jojo laisse un vide très important, presque incroyable. Première contrariété, aux Canaries, Jacques a eu un malaise. Et comme c'était à gauche, il pouvait croire qu'il se faisait une crise cardiaque. Et donc je savais que pour la première fois, non seulement son mari revenait malade se faire opérer, mais qu'il revenait avec une femme. Je lui ai fait une remarque désobligeante à cette chère Madly et qu'elle l'avait mal pris. Elle avait dit à Jacques, si c'est comme ça, je m'en vais. Et alors Jacques m'avait dit, oh là là, elle va repartir. Ce que je ne savais pas non plus, c'est que Jacques n'avait absolument pas dit aux autres qu'il avait l'intention de traverser l'Atlantique. Demain matin, je m'en vais traverser l'Atlantique. Partir à Troyes dans l'état où il était, c'est du suicide. Voilà, un extrait donc de ce film qu'on peut voir à la Fondation Jacques Brel, évidemment sur rendez-vous comme pour tous les musées. Alors France Brel, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'accepter de parler avec nous de ce film que vous avez réalisé. Donc, c'est un film documentaire qui vient après déjà 13 autres films sur toute la carrière de Jacques Brel. Et celui-là, vous vous intéressez à une période pas très connue de la vie de Jacques Brel, en tout cas pas publiquement. Ça va de mai 73 à janvier 75. Pourquoi cette période, France Brel ? Mais parce qu'effectivement, vous l'avez très justement dit, cette période est très 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 peu connue et c'est une période où disons que les gens qui ont rédigé sur ce thème ou qui ont fait des émissions n'avaient certainement pas tous les éléments en main. Et le temps passant, je m'étais dit qu'il était peut-être temps de demander aux différents témoins qui ont vécu des choses différentes durant ces années-là, de venir un peu témoigner sur un Brel qu'on connaît un peu moins. Dans le film, on ne voit jamais Jacques chanter. Il s'agit de la vie d'un homme qui se remet en question, qui est blessé par la sortie d'un film qui n'est pas franchement un succès, par la maladie de son grand ami Jojo, qui lui-même Jacques va tomber malade, va se faire opérer. C'est dense, c'est intense, Jacques est blessé et les gens n'ont pas toujours eu les éléments biographiques. Alors, sans doute, une autre raison de faire ce film, c'est que vous êtes concerné personnellement par ce moment, cette période. C'est sans doute le moment où vous avez été la plus proche de votre père, puisqu'il vous a emmené dans ce grand voyage en bateau. Expliquez-nous d'abord comment ça a démarré. Pourquoi vous vous retrouvez sur ce bateau, vous qui êtes une jeune étudiante à l'époque, avant de remettre votre mémoire ? Eh bien, tout simplement parce que l'été d'avant, on avait fait le tour de Corse. Jacques avait décidé d'emmener ses filles faire le tour de Corse. Et moi, j'ai adoré le bateau, j'ai adoré ce moment, j'ai adoré le ciel, l'horizon, la mer. Et je pense que Jacques l'a vu. Et quand Jacques a décidé d'acheter un bateau et de faire un long voyage qui aurait dû durer 3 ans autour du monde, eh bien, il m'a proposé de partir avec lui. Et j'ai tout de suite accepté parce que j'avais envie de retrouver le ciel et la mer. Alors il me le demande et j'y vais et je rentre dans l'aventure avec lui. Et alors vous étiez 3 sœurs à ce moment-là et vous étiez aussi un peu la seule qui était vraiment disponible à ce moment-là. Comme je disais, vous terminiez vos études. Pour les 2 autres, c'était plus compliqué à ce moment-là. Mais oui, absolument. Ma sœur aînée était déjà mariée. Voilà, ils s'étaient installés en tant que couple et Isabelle était beaucoup plus jeune. Et c'était le bon moment. Parfois dans la vie, c'est comme ça et c'est pour ça que c'était moi. Alors, on va parler des différents éléments de ce qui s'est passé pendant cette grosse année, cette année et demie. Mais qu'est-ce qu'on se dit sur un bateau quand on est un père
peu présent pour ses enfants et une fille qui a besoin de l'image du père. Est-ce qu'on se parle beaucoup en mer? Je pense que je ne vais pas pouvoir vous répondre sur qu'est-ce qui se passe en mer, parce que ce serait, à mon sens, dire des généralités. Mais en tous les cas, en ce qui concerne Jacques, à ce moment-là, en mer, mon père est peu bavard. C'est un homme qui dirige le bateau. Il a envie d'emmener le bateau d'un point à un autre, un peu comme dans sa vie de tournée, hein. Il allait d'une ville à l'autre. Et donc, il continue un petit peu ce voyage, mais en mer. Mais il faut savoir que sur ce bateau, je vais donc découvrir un homme que je connais un peu moins et qui est un homme qui se tait. Et quand il parle, il s'agit souvent de monologues. Mais il a besoin d'un regard, il a besoin d'une oreille. Et donc, à ce moment-là, je vais découvrir un homme qui se parle à lui-même. Et ce qu'il se dit n'est pas toujours rose. Ça n'a rien à voir avec un homme qui fait le bilan de sa réussite, mais qui aurait plutôt fait pendant quelques mois le bilan de ses défaites. Et alors, vous n'êtes pas seul sur ce bateau, parce que là, on a entendu dans l'extrait au démarrage de notre interview, vous êtes 3 sur ce bateau. Et ça, c'est une première surprise pour vous. Quand vous montez sur le bateau, il y a quelqu'un que vous n'attendiez pas à voir. Madlib Ami qui est là, c'était pas prévu. Alors, c'était pas prévu. Quand Jacques me demande en février 73 si je suis d'accord de l'accompagner, moi je dis oui tout de suite, j'aime bien les voyages, j'aime bien tout ça. Et il me prévient en disant, tu sais, France, il faut que je te prévienne, il y aura des femmes dans les ports. Bon, ben voilà, il y aura des femmes dans les ports. Vous saviez que votre père avait des maîtresses? Oui, tout ça était relativement clair, si on peut dire, relativement. Et donc moi, j'avais rencontré une fois Madly, du style Bonjour Madame, sur le tournage du Far West, jamais avant, donc je ne savais vraiment, voilà, on a échangé un mot de bienvenue quelques mois avant, mais ensuite, je ne l'avais plus jamais vue, et elle est sur le bateau au moment où on part, et à partir du moment où on part, et où il va y avoir toutes ces circonstances, un tourbillon de circonstances pour Jacques, ben Madly sera toujours là. Et donc, effectivement, à chaque fois, je vais me dire, mais alors je ne comprends pas qui va venir. Ma mère devait venir, nous partons en juillet, ma mère devait venir au mois de novembre. Il y a sans doute une autre dame, Monique, qu'on voit dans le film, qui devait arriver à un autre moment. Tout ça est un peu compliqué. Justement, vous parlez de Monique, qui se fait appeler Marianne aussi, qui est apparemment une femme qui a eu une longue liaison avec votre père. Et c'est le genre de témoin qu'on entend pour la première fois. Moi, je ne connaissais pas son existence. Comment vous êtes arrivé à la convaincre de parler de son expérience? Alors, il faut savoir que Monique, je la connais depuis ce fameux tour de Corse qu'on avait fait, parce que là, on s'était vu. J'avais déjà croisé Marianne, et honnêtement, je pensais que c'était elle qui allait accompagner, parce que je savais qu'elle faisait du bateau avec Jacques régulièrement. Et ça n'a pas été difficile de la convaincre, parce que avec le temps et surtout le fait d'entendre des choses, de regarder des émissions, de lire des livres, où tout d'un coup on referme et on se dit mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Je pense qu'elle a peut-être été habitée par le même sentiment qui m'a habitée, qui fait qu'à un moment donné on a envie de dire les choses. Et comme elles se sont passées, et non pas dans des éléments de fiction. Voilà, je dirais comme ça. Et pour ma mère, c'est exactement la même chose, hein. Ma mère, je n'ai pas dû la convaincre beaucoup. Il y a un moment donné, voilà, on a eu envie de s'exprimer, presque comme un grand battement de cœur en même temps. Voilà. Oui, donc c'était important parce que, de toute façon, ça fait partie de votre grande œuvre de la Fondation, d'essayer d'expliquer tout ce qui s'est passé autour de Jacques Brel, tout ce qu'il a fait. Vous écrivez, vous faites ce documentaire, vous en ferez encore d'autres, semble-t-il, et vous avez recueilli tous ces témoignages. On parle de 100 témoignages, c'est ça? Oui, on a filmé et interrogé énormément de personnes, et ça, j'ai commencé assez tôt. Et donc, voilà, ben, la Fondation a pour mission la transmission. Ben, la transmission, il faut d'abord collecter les archives, ce que nous avons fait. Et voilà, alors, on s'est dit, c'est vrai que le confinement m'a un peu poussé à écrire, et puis le film, on s'est dit, allez, on y va. Et voilà, les choses, comme un printemps, les choses fleurissent tout d'un coup, même si de temps en temps, il y a des flocons qui arrivent. Alors, revenons sur la période. Donc, on dit que ça démarre en mai 73 parce que c'est la présentation du fameux
film Far West à Cannes, et c'est une présentation qui est un échec critique en tout cas pour Jacques Brel. Et ça l'a fortement blessé, vous dites? Oui, profondément, profondément. Ça, je l'ai bien senti. À partir de ce moment-là, il va y avoir des blessures d'âme et Jacques ne se sent pas bien du tout. Donc, comme il a fait ce deuxième film, il y a des gens qui l'ont soutenu, il se sent responsable des gens qui l'ont soutenu, il est mal à l'aise, il n'a pas envie de refaire un autre film. Il y a des gens qui lui ont fait confiance et Jacques a l'impression qu'il a égratigné cette confiance. Il a trahi cette confiance? Oui, parce qu'il se dit, voilà, il y a des gens qui m'ont fait confiance et j'y suis pas arrivé. Et en fait, au démarrage, c'était pas du tout de partir et d'acheter un bateau. Au démarrage, Jacques, il voulait devenir pilote. Et il s'était dit, je vais me faire engager comme pilote pour faire des moyens courriers en Afrique. C'était ça son rêve. Et alors, il avait des contacts avec des organisations pour pouvoir le faire, mais l'âge était là et la vue n'était plus assez bonne que pour être engagé comme pilote. Et là, on n'en parle pas dans le film, mais c'était aussi très douloureux pour lui de se dire, ben non, comme pilote, c'est votre rêve, mais non. Et en fait, le bateau est un deuxième choix. Donc, il s'est dit, bon, bah, c'est un scoop. C'est un scoop que vous nous donnez, mais il a quand même fait de l'avion, il a piloté des avions Marquise quand même. Oui, mais là, ça allait. Et là, il a repassé des concours et une qualification et ça allait. C'était juste pour faire une seule route. Mais il n'allait pas être pilote professionnel, si vous voulez. Il a dépanné des gens en les prenant. Mais oui, c'est un scoop parce que les gens ne le savent pas, mais on n'a pas toujours envie de parler de nos défaites. Et donc, son second choix, ça va être le bateau. Et pour pouvoir traverser l'Atlantique et naviguer, il a donc fait une première traversée où il a été sur un voilier charter école. Et là, il a appris comment on fait pour la traverser, où on va prendre les alizés, comment on fait avec le sextant, comment on regarde une carte, etc., etc. Il le savait déjà. Mais là, il a fait une traversée école. Et quand il arrive de l'autre côté, il écrit à ma mère, peut-être à d'autres personnes. En tous les cas, il m'écrit à moi aussi en me disant « Ça y est, maintenant, je sais, je vais acheter un bateau. » Et c'est à partir de ce moment-là qu'il dit « Je vais acheter un bateau. » Et alors, ce qui est amusant, c'est la manière dont vous partez. Parce que vous partez un peu comme ça, sur le pouce. Tout d'un coup, il dit « Maintenant, on part. » Ben oui, mais exactement comme on a fait quand on a quitté Anvers. Quand on part d'Anvers le 24 juillet 1973, on fait juste une toute petite distance pour aller dormir pendant 3 jours face à des vaches qui sont là dans les méandres de l'Escaut, sous la pluie, alors qu'on aurait pu rester à quai tranquillement. Mais chez lui, c'est un besoin de partir en disant « je suis parti ». Et c'est exactement ce qu'il fait quand il décide de traverser l'Atlantique. Donc le 30 décembre 1973, donc, il y a une lettre qui dit, il écrit à ma mère, non, demain on part pour traverser l'Atlantique. Mais je veux dire que moi, il ne dit pas à ma mère qu'il dit ça dans sa lettre, mais le lendemain il dit, on part après le déjeuner et on part. Voilà. En fait, là, cette traversée de l'Atlantique, donc la période la plus longue en mer, ça remplace la course, la navigation autour du monde qui ne fera jamais finalement. Non, il ne fera pas. Il va continuer après, hein, parce qu'il va rester dans toutes les îles là-bas quand il aura traversé. Il va passer Panama et il va encore par la suite, mais ça c'est le film suivant, et il va faire le Pacifique pendant presque 60 jours. Je pense que c'est 57 jours, et il va tout d'un coup, il va arriver aux îles Marquises. Et là, il va avoir une merveilleuse surprise. Il dit, c'est merveilleux, il parle le français. Parce que comme il n'est pas très doué pour les langues, c'est merveilleux. Et il fait, c'est extraordinaire. On est au bout du monde, on est aux îles Marquises et tout le monde parle le français. On va rester un petit temps. Voilà. Mais ça, ce sera le film suivant. Mais je vais encore revenir sur ce film-ci. Aussi, il y a ces allers-retours aussi assez nombreux, notamment pour se faire opérer d'un cancer des poumons. C'est quand même très, très... Est-ce que vous vous rendiez compte de la gravité de l'état de santé de votre père? Et quand il est rentré, oui, hein, ça c'est certain. Oui, oui, absolument. Et puis j'avais les informations par ma mère. Oui, c'est certain. Oui. Mais il est vrai aussi que déjà, quand il achète le bateau au printemps 73, moi je peux vous dire que j'ai entendu des quintes de tout de mon père qui n'étaient pas de bon augure. Et ça m'avait profondément troublée de temps en temps de l'entendre tousser comme ça. Alors, je ne vais pas dire que j'étais pas
voilà, je ne vais pas dire que je n'ai pas été surprise, bien évidemment, mais quand même, j'avais l'impression que les poumons se révoltaient déjà un petit peu, oui. Finalement, là, il s'en sort et il arrive quand même à faire la traversée de l'Atlantique avec vous. Et pourtant, quand vous arrivez à Fort-de-France, le 28 ou le 29 janvier, il vous fait quand même un dilemme terrible. Il vous dit vous ne riez plus, je te débarque si tu ne ris plus. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi il y avait cette tension au sein du bateau? Alors, je pense que la tension principale était due au fait que, d'abord, Jacques parlait très très peu. Il y avait pas, c'est pas quelqu'un qui communique. Alors, ça peut sembler aberrant, mais quand on est proche de lui, on s'en rend bien compte. Et donc, les filles et ma mère, on était bien de cet avis-là. C'est quelqu'un qui a projeté comme un cri permanent ses chansons à des publics nombreux dans des salles, mais qui était d'une pudeur affective et qui ne parlait pas beaucoup. Il parlait énormément avec ses amis, voilà, mais avec ses filles, il ne parlait pas. Mais vous non plus, donc, vous ne lui répondiez pas d'ailleurs. Ah oui, mais moi je suis une femme très obéissante. Je veux dire que si quelqu'un ne parle, vous avez quelqu'un en face de vous qui ne parle pas, moi, je ne vais pas secouer la personne en lui disant écoute, je te mets à l'eau si tu ne parles pas. Moi, je respecte ça tout à fait, je peux comprendre cela. Mais là, tout d'un coup, me dire voilà, je pense surtout, si je peux me permettre, vous dites qu'il me pose un dilemme. Mais je pense que ce dilemme, il me l'envoie un petit peu comme la patate chaude, si vous voulez. C'est-à-dire que le dilemme, ce n'était pas moi. Le dilemme, c'était lui. C'est-à-dire que lui, il savait très très bien qu'il m'avait demandé de partir en mer avec lui et que tout d'un coup, il avait été malade, qu'il y avait eu des tas de choses et qu'il était là et qu'il se disait, alors, est-ce que je continue avec Maddy? Est-ce que les autres vont venir me voir encore? Je n'en sais rien, je ne sais pas quoi faire. Et moi, peut-être que j'étais le miroir de ce dilemme. Alors, il me l'envoie, ce dilemme, en disant, tu ris ou tu débarques? Et comme moi, il ne fallait pas me le dire deux fois, et que j'ai quand même un petit peu de sang brélien dans le sang, je me suis dit, ben, moi, s'il a envie de continuer à jouer les dilemmes, il le fait. Mais moi, je m'en vais, je tranche. Et il faut savoir, si vous voulez un scoop, et ce n'est pas dans le film, c'est qu'en fait, quelques jours plus tard, étant à Fort-de-France, rencontrant quelqu'un qui a vu Jacques, cette personne me dit, tu sais, ton père, hein, il est très fier de toi parce que tu es parti. Alors voilà, les belles contradictions. Donc, oui, mais il vous dit, je ne te dis pas, mais il te dit, pour terminer, je ne te dis pas au revoir, je te dis adieu. Et finalement, vous ne le verrez plus. Enfin, sauf, vous l'avez vu peut-être encore les derniers jours à l'hôpital? Non, c'est pour le prochain film. Oui. Là, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Vous ne l'avez plus vu? Je l'ai vu dormant à l'hôpital. Voilà, mais je ne l'ai plus vu. Mais oui, mais c'est comme ça. Et peut-être que vous savez, dans la vie, au lieu de se dire au revoir tous les matins, on ferait bien de se dire adieu. Comme ça, tout aurait un petit peu plus de poids dans la vie. Merci France Brel, en tout cas, de nous avoir raconté ça. Le film ne peut être vu qu'à la Fondation pour l'instant, hein. Donc il faut réserver à la Fondation, il y a plein d'autres choses à voir. Merci France Brel de nous avoir raconté tout ça. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.